Alors comme ça, Jules, est-ce que je lis? Vous avez une maîtresse, elle s'appelle Estelle, c'est du joli ça? Pas de commentaires? Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Je suis née à Nantes le 8 février 1828, je suis Jules Verne et on en reparle à l'occasion justement de son 190e anniversaire et aussi à l'occasion de la sortie d'une biographie, Testament d'un excentrique signé du Nantais Rémi Guérin qu'on va retrouver à l'intérieur du musée Jules Verne. Rémi Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, également scénariste de BD. On a pu lire de vous L'Intrépide que vous avez écrit avec Marcus ou encore City Hall avec Guillaume Lapère au dessin. Vous êtes installé à Nantes depuis 3 ans. Et si on est avec vous aujourd'hui, c'est tout parce que vous êtes surtout l'auteur d'une biographie de Jules Verne, Testament d'un excentrique, paru aux éditions Michel Lafon. Alors, première question. Pourquoi Jules Verne vous passionne autant? Parce que même dans les titres que je viens de citer, City Hall avec Guillaume Lapère, il y avait déjà Jules Verne, donc c'est une histoire qui dure. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il avait toujours été là. Dans la première bande dessinée que j'ai scénarisée tout seul, les héros de la BD vont dans un roman de Jules Verne. Dans la seconde, qui est City Hall, Jules Verne est carrément l'un des héros de cette bande dessinée. Et puis du coup, j'ai fait un travail de recherche sans m'en rendre compte pendant quelques années. Où je découvrais de plus en plus qui il était lui, parce qu'en fait ces livres je les connaissais, lui peu, Vous connaissiez moins l'homme moins que l'homme, l'auteur. et en fait j'ai découvert l'homme à travers un pan de son existence qui m'a passionné, c'est les échanges de lettres. Alors à l'époque on écrivait beaucoup, et il écrivait beaucoup à sa maman, il écrivait beaucoup à son éditeur, avec un ton absolument subtil et en même temps cynique. Et je trouve qu'il a une écriture magnifique. Et ça m'a donné plus d'informations sur sa personnalité et envie d'en savoir en plus. Et ensuite, j'ai eu envie de le partager avec d'autres. Voilà, Oui, vous dites même d'ailleurs dans l'introduction de ce livre que Jules Verne vous a donné un peu envie d'écrire et vous dites je lui dois beaucoup de ce que je suis devenu et vous espérez aussi avec ce livre que ça va susciter la même chose chez vos lecteurs. Alors, j'espère au minimum que ça leur donnera envie de lire Jules Verne, Déjà. Et j'espère aussi qu'effectivement, ça déclenchera certaines vocations par la suite, comme moi j'ai pu en avoir une grâce à lui. Mais oui, c'est vraiment ça. Je crois que je suis devenu auteur parce que Jules Verne a déclenché ça chez moi. Et je crois que finalement, d'une certaine manière, alors c'est peut-être inconscient, c'est peut-être aussi l'une des raisons qui m'ont poussé à venir jusqu'à Nantes il y a C'est 3 ce que ans. j'allais vous dire, parce que voilà, vous êtes installé à Nantes depuis 3 ans, et donc voilà, c'était ma question. Est-ce que c'est aussi pour être sur les traces de Jules Verne, qui est né ici, on le rappelle? Je crois qu'il y a quelque chose de ça, oui. Mm. Et je crois que depuis que je suis ici, je comprends aussi mieux comment lui a pu tomber amoureux de... Ouais, l'impact de Ouais. Nantes aussi dans l'écriture de Jules Verne, dans les œuvres de Jules Verne, on y reviendra. On pourrait se dire, en voyant cette biographie, finalement, est-ce que tout n'a pas déjà été dit sur Jules Verne? Il est né il y a 190 ans, de nombreuses biographies ont déjà été écrites, mais il y a une chose qui est importante que dit son arrière-petit-fils aussi dans la préface du livre, c'est qu'on ne connaît pas bien sa vie intérieure, et c'est ça un petit peu que vous avez voulu sonder dans cette biographie. Ouais, c'est exactement ça. Alors j'espère que tout n'a pas été dit déjà, sinon ce serait embêtant pour moi. Et surtout, moi j'ai découvert beaucoup de choses, mais à travers la lecture de beaucoup, beaucoup de livres. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, ce serait de rassembler toutes ces informations qui traitent de sa personnalité, de l'homme qui est derrière l'écrivain, c'est vraiment ça, et d'essayer de comprendre comment il fonctionnait, ce qui faisait de lui qui il était. Et ça passe par les petits détails, sa manière d'organiser sa journée, son rapport avec les femmes, son rapport avec sa famille, le rapport qu'il avait avec ses lecteurs aussi. Et tout ça fait de lui un gentil ou un doux excentrique. Oui, d'où le titre. Voilà, Vous le exactement. qualifiez d'excentrique, Voilà, Jules Verne. je sais que c'est un avis que ne partage pas son arrière-petit-fils, justement, qui lui en a une version, enfin une vision plus classique, on va dire, de l'arrière-grand-père. Et en même temps, je pense entre Jean Verne et Jules Verne, il y a Michel, le fils de, de Jules, avec qui les rapports étaient compliqués. Mais moi, j'ai cette vision-là de lui, ouais. Ouais, effectivement. Mm. Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes qu'on découvre grâce à votre livre? Peut-être pas des scoops non plus, mais voilà, des choses nouvelles, des angles nouveaux aussi sur la vie et la personnalité de Jules Verne. Alors, des choses nouvelles, dans l'absolu, je ne suis pas certain que vous découvriez. Alors,
un Vernien averti, quelqu'un qui étudie Jules Verne ne découvrira probablement rien de ce que j'ai pu écrire, si ce n'est qu'aujourd'hui, ce livre, c'est une mise à jour 2017-2018 du personnage, parce qu'on découvre de plus en plus de documents, de manuscrits, de lettres, etc., qui nous en donnent toujours un petit peu plus sur lui. Donc c'est bien d'avoir une mise à jour, on va dire, du personnage. En revanche, pour les gens qui n'ont pas lu dans le détail toutes les biographies, je crois qu'il y a un rassemblement de petites anecdotes, effectivement, qu'ils ont pu ne jamais voir ailleurs. Voilà, qu'on découvrira dans le livre. Alors, un livre qui suit aussi une trame chronologique, mais à travers le prisme des villes de Jules Verne. Donc ça commence avec Nantes, puis Paris, puis Amiens. Nantes, on y est justement, et on est aussi dans cette salle du musée Jules Verne qui parle de ça, qui parle de ce rapport à Nantes qu'avait l'enfant Jules Verne, puisqu'il y a vécu jusqu'à ses 18 ans, et qui a été déterminant pour son œuvre. En quoi Nantes a nourri l'œuvre de Jules Verne et a fait de Jules Verne ce qu'il a été? Je crois que c'est la ville où sont nés tous ses rêves, toutes ses envies de voyage. Alors, il vivait à Nantes en ville, et ils avaient une maison de vacances. Alors, vous allez voir, ça va vous faire rire. Ils avaient une maison de vacances à Chantenay. Oui. Autant dire que c'était pas très loin. Les Avec vacances, nos yeux d'aujourd'hui, c'est étonnant. Alors là, on se dit, c'est étrange de faire 3 km pour aller en vacances, mais en même temps, c'était vraiment une maison à la campagne, à Chantenay, pas loin d'ici, avec vue sur la Loire, c'est juste à côté. Et pour lui, c'était la Loire qui va jusqu'à la mer. C'était un objet et un sujet de fantasme. C'était quelque chose qu'il pouvait aussi lire dans les Robinson. Enfin, c'était un lecteur aussi de romans d'aventure. Il adorait ça. Et du coup, il s'imaginait vivre des aventures épiques en mer. Alors, il avait un rapport à la navigation et à la mer. Et puis, il faut imaginer la Loire à l'époque de Jules Verne. C'est un port qui est Nantes, c'est un port qui est très actif. Très très actif. Et puis, la Loire ne ressemble pas à ça. Il y a plein de petites îles à 2-3 endroits, donc c'est sujet à l'imagination. Et d'ailleurs, ça fait même l'objet d'une anecdote qui est pour le coup assez connue, mais que j'aime beaucoup. Alors qu'il devait avoir 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus, il avait emprunté une petite yole, donc une petite barque sur laquelle il était monté, et il est dans l'espoir de traverser la Loire, quelque chose qui faisait... voilà. Et arrivé à mi-chemin, il y a une voie d'eau. Il se rend compte qu'il y a une voie d'eau dans le bateau et que le bateau commence à couler. Et donc du coup, il se réfugie sur l'une de ces petites îles que malheureusement on ne peut plus voir aujourd'hui, qui ont été remblayées. Et là, il raconte dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse comment pendant quelques heures, il s'est imaginé être l'un des Robinson, faire une canne à pêche avec l'un des roseaux qu'il avait sous la main, vivre de sa pêche, et ça allait être fantastique et fabuleux. Et ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et il est rentré les pieds dans la vase à marée basse, tout penaud pour pouvoir manger chez lui. Mais ça en dit long sur ce qu'il a... Tout est né ici. Et puis il avait un attrait formidable pour l'océan. Je crois que c'était, pour le coup, le terme fantasme est vraiment le bon. Et surtout qu'il a mis très longtemps, enfin, il devait avoir une dizaine d'années avant que son père ne l'emmène voir l'océan. Donc du coup, il a imaginé ça de façon incroyable. Donc ils y sont allés, j'aime bien cette anecdote aussi, ils y sont allés avec son frère Paul, donc leur père les a emmenés là-bas. Et la première chose qu'ils ont faite en descendant du bateau qui les a emmenés jusqu'à la mer, c'est de mettre les pieds dans l'eau et de boire un peu d'eau pour voir si elle était très salée, comme on lui avait... Voilà, et elle n'était pas salée. Déception. Ou très peu. Grosse déception. Il était convaincu qu'on l'avait fourvoyé, qu'on lui avait menti, que tout ça n'était que fabulation, jusqu'à ce que en fait, la marée remonte. Et en fait, c'était l'eau de la Loire qu'il était en train de boire. Donc c'était pour la petite anecdote. Mais ce moment, quand il raconte ce moment de déception sur « mais on m'a menti, on m'a trahi, ce n'est pas de l'eau salée », je trouve ça génial. On a changé d'espace, toujours dans le musée Jules Verne, avec dans cette pièce tout ce qui fait de Jules Verne aussi un visionnaire par rapport aux appareils, par rapport aux sous-marins, par rapport aux fusées. C'était un excentrique et aussi un visionnaire. Alors c'était un visionnaire dans ce sens qu'il avait le souci du détail, il s'intéressait énormément à l'avancée de la science, à ce qu'elle pouvait proposer et aux nouvelles technologies. Et ensuite, il extrapolait des histoires sur ces bases-là. Donc lui-même n'était pas un scientifique, contrairement à l'image d'Épinal qu'on peut en avoir, mais en revanche, il était extrêmement attentif à ce qui pouvait se faire et il commandait même régulièrement des études scientifiques ou des documents pour pouvoir être le plus crédible possible, tout en apportant une part de fiction dessus. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, probablement, il y a, et moi le premier, on considère aujourd'hui que c'est l'un des pères de la science-fiction, parce qu'il a été le premier à dire on a ça aujourd'hui, ou je pressens ça, et si on en faisait ça. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on connaît moins bien et sur lequel vous insistez dans votre livre, c'est le rapport de Jules Verne aux femmes. Oui. Alors, quel était justement ce rapport ? Alors, il était très complexe. Jules Verne avait, alors je ne sais pas s'il avait une facilité à tomber amoureux, mais il est tombé amoureux plusieurs fois.
Et en fait, sa vie, en tout cas le C'est ça le démarrage scoop, de c'est sa Jules vie, Verne, cœur d'artichaut. il y a un petit côté Jules Verne, cœur d'artichaut, mais surtout, c'est une longue série de déceptions amoureuses, mais qui vont forger sa personnalité, son caractère. Il a d'abord voulu épouser sa cousine, Caroline Tronçon. Alors je tiens à préciser qu'à l'époque, on pouvait épouser sa cousine. Et ça lui a été refusé, parce que il a fallu qu'elle épouse un homme plus âgé qu'elle, qui avait une meilleure situation, etc. Et c'est quelque chose qu'il a très mal vécu pendant des années. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, 40 ans plus tard, dans l'un de ses romans, il met le feu à un navire qu'il jette dans les chutes du Niagara et qui s'appelle la Caroline. Je veux pas, voilà, mais je pense Voilà, qu'il la y a une catharsis espèce de la... de Voilà. réglage de compte 40 ans plus tard. Mais il avait un rapport avec le... En fait, il était convaincu que pour être heureux et pour être accompli, il fallait qu'il soit marié. Et en même temps, il y avait une espèce de dichotomie un peu complexe entre je veux me marier, je dois me marier, mais je veux être écrivain et quelque part ça fait de moi une sorte de saltimbanque aux yeux du monde, en tout cas, en passer par un véritable métier, ou en tout cas rentable, comme on peut l'être un comptable, un financier, un avocat, ou même son père qui était avoué. Et du coup, il a fait beaucoup d'efforts, il a fini par trouver une jeune femme, parce qu'il y en a eu plein, hein, dont il est tombé amoureux et qui avait envie de l'épouser également, Herminie. Je crois que c'est le grand amour de sa vie, Herminie, hein. Qui était nantaise aussi. Et alors là, c'est la bonne société nantaise qui s'est dit que ce mariage n'était pas de bon augure et qui lui a refusé, alors qu'elle était d'accord. Et alors ça, c'est quelque chose qui a fait que pendant longtemps, il a été en froid ou fâché avec Nantes. Et puis finalement, il a fini par trouver une femme dont il a réussi à convaincre les parents de l'épouser. Je crois que ça s'est surtout fait comme ça. Mais il n'en était pas vraiment amoureux. Avec cette femme, donc Honorine, qui est devenue sa femme et qui est restée sa femme jusqu'à la fin, ils ont eu un fils, Michel. Et évidemment, tout est lié. Et il n'a jamais véritablement pris soin de Michel, en tout cas pas autant qu'il a pris soin de ses livres. Un dernier mot aussi pour revenir à votre ouvrage. C'est une biographie illustrée et richement illustrée, justement. Il y a beaucoup de photos, de cartes postales aussi qui font revivre Nantes, Paris et Amiens à l'époque. On est vraiment immergé dans l'époque de Jules Verne. C'était voilà, une volonté de votre part